Le Major du Perret, un ancien bâtiment de la Marine nationale entièrement en bois. Quoi de mieux que de naviguer sur ce petit bijou classé monument historique au milieu du musée maritime pour vous accueillir à La Rochelle. Aujourd'hui, Cap Sud-Ouest vous invite à suivre quelques Rochelais qui ont en commun une passion démesurée pour l'océan. Nicolas, un ancien ingénieur devenu charpentier de marine. Ambre et Mathieu, troisième génération d'une famille qui a fait de l'aquarium de la ville l'un des plus importants en Europe. Et enfin, Christopher, chef doublement étoilé qui se définit lui-même comme cuisinier-pêcheur, cap sur La Rochelle, des amoureux de la mer. Belle et rebelle, fille de la mer, La Rochelle mérite amplement tous ses surnoms. Créé au Moyen-Âge, le petit village de pêcheurs est vite devenu l'une des principales places maritimes en Europe. Le vieux port, gardé depuis plus de 500 ans par les fameuses tours fortifiées, est aujourd'hui encore le cœur de la cité qui bat au rythme des marées. Avec la palisse, dédiée au commerce, et les Minimes, le plus grand port de plaisance de toute la façade atlantique, La Rochelle est l'un des pôles nautiques les plus importants de Nouvelle-Aquitaine. Éric a rendez-vous au chantier naval des Pierres, une référence pour tous les amateurs de bateaux anciens. Nicolas, tout de suite plongé dans un univers. Ça sent le bois, on est dans une ambiance. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et là, on est en train de terminer la restauration d'un mât, d'une goélette, qui était un peu fatiguée par le temps. Ça, c'est l'ancienne partie du mât. Voilà, tu vois, ça s'ouvre en chou-fleur. Donc, chantier naval spécialisé dans les bateaux en bois. Il y a suffisamment de demandes pour ça? C'est un vieux métier, mais c'est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de bateaux en bois dans la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit des pêcheurs, que ce soit en plaisance. Et alors là, j'en vois un magnifique orange, là, c'est quoi? Ça, c'est la Flèche, un ancien sloop ostréicole. C'est impressionnant, hein, là, quand c'est hors d'eau. C'est un bateau dont on attaque une restauration complète. Avant de devenir charpentier de marine, Nicolas, ingénieur de formation, était cadre commercial dans l'import-export. En rachetant en 2016 les chantiers navals des Pierres, labellisé Entreprise du patrimoine vivant, sa vie a totalement changé de cap. Alors, ce métier, toi, tu l'as appris comment? Tu l'as fait depuis le début de ta vie professionnelle? Moi, ce métier, je ne l'ai jamais appris, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle apprendre sur le tas. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, moi, j'adorais les bateaux en bois et je faisais des maquettes de bateaux et je m'amusais à faire ça, à reproduire ce que je voyais dans les magazines et avec les photos. Et j'ai appris, voilà. Et je pense que je continue toujours à apprendre, d'ailleurs. Tout ce savoir-faire, s'il n'est pas pratiqué, il peut se perdre. On a la chance d'avoir un lycée en Nouvelle-Aquitaine qui forme à la charpente marine et il faut le pratiquer. Si jamais on devait remettre ça sur une étagère dans un musée, au bout d'un moment, on va oublier. Le Robin des Mers, c'est un bateau qui était dans un champ sur l'île d'Oléron que j'ai récupéré pour une modique somme. C'est un bateau qui était construit pour un pêcheur qui partait à la retraite, mais qui voulait garder du lien avec la mer et aller poser un petit filet dérivant, un casier, voilà, pour son plaisir personnel. C'est aussi un travail très humain, en fait, que tu fais. C'est pas seulement le bois, hein, je sens. Quand tu me dis des histoires, c'est ça. C'est des histoires, et c'est un métier de passionné, que ce soit moi ou les gens qui travaillent ici au chantier. On y est tous arrivés à ce métier-là parce que
on aime ce que l'on fait, on aime cette matière qui est le bois, on aime les histoires qui sont associées au bateau. Et puis voilà, enfin, le bois, ça reste vraiment une belle matière à travailler, d'aller sur l'eau, de naviguer. Enfin voilà, c'est beaucoup de plaisir. Ton chantier naval, il est juste à côté du musée maritime. C'est quand même une belle source d'inspiration pour toi, non? Oui, alors, tout à fait. C'est une belle source d'inspiration. Et d'ailleurs, il m'arrive des fois de venir voir sur des bateaux existants comment c'est fait pour reproduire ou essayer de reproduire sur d'autres. Chaque bateau a sa personnalité et chaque propriétaire a sa personnalité aussi. Ouais. Toi, tu navigues, hein, Ouais. et ça remonte à loin, tes premiers pas sur l'eau, entre guillemets. Mes premiers pas sur l'eau, je devais avoir 6 ans avec mes parents, ici à La Rochelle. Mon père et ma mère étaient moniteurs de voile au club de l'EDF. Voilà, donc comme ça, j'ai commencé à faire du bateau. Ouais. Et ben voilà, bienvenue à bord de ma maison. Ça fait 10 ans que j'ai élu domicile sur Sainte-Anne 3, mon bateau. Ouais. C'est en le restaurant que du coup tu t'es confronté, tu te dis allez j'y vais. Ben oui, c'est vrai que bon, le bateau, quand je l'ai acheté, il y avait quand même quelques soucis dessus. Et puis bon, il faut faire des travaux. On est là, on découvre, on dit tiens, il faut mettre un peu de bois par-ci, mais quel bois, quelle vis, comment on va faire, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris ce métier-là. Bon, tu m'invites à bord, j'ai envie de voir comment c'est. Allez, Ta ça petite va. maison. Ma petite maison. Voilà. C'est beau, mais c'est pas grand. Non, c'est pas grand, c'est pas grand. Ben oui, mais c'est à l'avantage au moins d'avoir tout à portée de main, enfin d'avoir que l'essentiel en fait. Ça c'est le carré, Regarde. c'est là où tout se passe, c'est ça? C'est là où tout se passe. Bah oui, c'est le centre névralgique, mais Alors ça, qui est c'est quoi? petit. C'est la table, ça se Ouais, relève? c'est la table. Ouais, tu vois. Ah oui, d'accord. Forcément. tu Et vois. ça se bloque comment? Il y a des petites targettes comme ça. Voilà. Combien de personnes là à bord? Moi, j'ai 3 enfants, donc t'imagines que vivre là, ici, des fois, c'est un peu les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est vivre sur un bateau, et qui plus est au cœur de cette ville de La Rochelle, pour toi? On ressent beaucoup plus l'influence de la météo, des éléments extérieurs. Des fois, le soir, on largue les amarres, j'ai fait un tour, et puis on prend 2-3 copains avec soi, et puis on va prendre l'apéro en mer. C'est presque le soir, quand je rentre chez moi, j'arrive en vacances, en fait. Quand tu largues les amarres, que tu pars en mer et que tu prends cet océan devant toi, tu Ouais. ressens quoi? Je traversais l'Atlantique, et c'est vrai que quand tu fais ce genre de voyage, de périple, t'as envie de partir à l'aventure et t'as pas envie de rentrer au port. Hein. Que l'on ait envie d'ailleurs, de frissons ou de rêves, la mer sait toujours récompenser ceux qui vont au bout de leur passion. L'aquarium de La Rochelle en est une belle illustration. Premier site touristique de Charente-Maritime, avec 800 000 visiteurs chaque année, il est non seulement l'un des plus grands en Europe, mais aussi le théâtre d'une aventure familiale sur 3 générations. Une forêt tropicale avec certes quelques piranhas, mais principalement des végétaux. Ça peut surprendre, Ambre, dans un aquarium, et pourtant. Tu sais, on est 3 générations à avoir travaillé à l'aquarium. Et son fondateur, René Coutan, mon grand-père, effectivement était ingénieur agronome. Donc c'est un hommage, parce que c'était un passionné du monde de la vie, sur toutes ses formes. Mais alors, comment lui vient le virus, entre guillemets, de l'aquariologie? On est dans les années 60. Exactement. C'est dans ses balbutiements à cette période. C'était un pionnier, effectivement, qui s'est intéressé au monde sous-marin et qui a voulu justement pouvoir les étudier, construire des aquariums. Et finalement, ce sont son fils et sa fille, Roselyne et Pascal Coutan, qui vont réaliser son rêve en créant en 88 le grand aquarium La Rochelle. C'est pas des poissons, ça, ceux qui sont... Ce sont des poissons Non. rasoirs, tout à fait. Ouais. Et alors, je te laisse deviner dans quoi ils vont se cacher pour se mettre à l'abri. Je sais pas, dans les roches, non? Non. Entre les pics des oursins. Non. C'est-à-dire que là, on est presque dans un phénomène de symbiose. Les deux profitent, quoi, c'est ça? Exactement. Les deux profitent des avantages de l'un et de l'autre. Ah, c'est incroyable.
Est-ce que c'était une évidence pour toi de venir travailler ici à l'aquarium, de perpétuer l'aventure familiale? Non, pas du tout. En fait, c'était pas du tout l'objectif que je m'étais donné. J'ai toujours été extrêmement attentive à l'environnement. Malgré tout, j'ai fait des études d'histoire de l'art et de marché de l'art. Donc rien à voir. Et à l'issue de mes études, en fait, ma mère, grande gestionnaire de cet aquarium, je me suis dit, quel meilleur moyen d'apprendre vraiment la gestion, quoi. Parce qu'ouvrir une galerie, c'est bien beau, mais il faut apprendre la gestion. Et c'est là que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Devant ça Devant ça, effectivement, ces tableaux, ce sont les tableaux vivants. Ce sont des œuvres d'art pour moi. Et l'artiste, c'est la nature. Et il y a notamment une espèce incroyable qu'on admire au sens premier du terme, ce sont les méduses. On a une appréhension sur les méduses, ça pique, on a tout de suite un aspect, comme avec les requins, mon Dieu, plutôt assez négatif. Et ben non, c'est magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement la réaction des visiteurs qui découvrent un animal mais gracieux, délicat, qui nage, qui danse. Ça a sa place dans la chaîne alimentaire, c'est important dans l'océan, les méduses. Tout à fait. Elles font partie de l'alimentation de différentes espèces, notamment des tortues. Comme beaucoup d'autres, l'Aquarium de La Rochelle a développé une activité scientifique afin de participer activement à la protection des océans. Créé en 2004, le CESTM, Centre d'études et de soins pour les tortues marines, est le seul habilité à recueillir les animaux échoués sur la côte atlantique, depuis les plages espagnoles jusqu'à la côte d'Opale. Florence, je vois que tu apportes les premiers soins à ton pensionnaire. D'où vient cette tortue? Alors c'est une tortue de Kemp qui s'est échouée le 9 décembre dernier près du phare de la Coubre, près de la Tremblade. Et un promeneur nous l'a signalé, on a pu aller la récupérer. Une tortue comme celle-ci, une tortue de Kemp, elle arrive d'où? Comment elle se retrouve sur nos côtes atlantiques le long de la Nouvelle-Aquitaine? Alors les tortues marines, et notamment donc, les tortues de Kemp, ont des sites de nidification qui se trouvent du côté du golfe du Mexique. Et en fait, au cours des premiers stades de leur vie, notamment lorsqu'elles sont toutes petites, juvéniles, elles vont vraiment rentrer dans les grands courants marins. Donc en fait, quand elles sont au large, il peut y avoir des épisodes de courant, des épisodes de tempête qui vont les dévier de leur route. Donc là, tu la mesures? Je la mesure, ça me permet en fait de suivre sa croissance tout au long de sa période de réhabilitation dans notre centre de soins. Vous avez, je crois, recueilli plus de 250 tortues depuis que le centre existe. Exactement. Et l'objectif, c'est de les remettre à l'eau. Ça se passe comment? Les remises à l'eau s'effectuent directement depuis la plage. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Un travail accompli. Et puis, on se rend compte qu'on travaille sur des espèces marines protégées. Donc, on leur a également permis d'avoir une seconde chance. Ce n'est qu'une tortue, mais c'est une tortue. La satisfaction, elle est là. Il faut rappeler ça. 250 millions d'années à peu près, hein, la présence des tortues sur Terre. L'homme, oui, c'est 2-3 millions d'années, quoi. On n'est rien à côté. Exactement. Ce sont des animaux qui ont beaucoup évolué et qui présentent vraiment des compétences physiologiques impressionnantes. La tortue lutte, elle peut plonger jusqu'à 1200 mètres de profondeur pour aller retrouver des proies pour son alimentation. Elles parcourent des milliers de kilomètres, elles ont un instinct qui est très particulier. Il y a encore énormément de choses à découvrir sur les tortues marines. En coulisses, techniciens, soigneurs et biologistes sont au chevet des 12 000 pensionnaires. Mathieu Coutan, petit-fils du fondateur, a fait ses premiers pas dans l'aquarium familial. Et l'on pourrait presque croire que les poissons de l'aquarium du lagon le reconnaissent lorsqu'il arrive avec leur repas. On commence souvent par tout ce qui est végétaux, un petit peu d'épinards. Ah oui! Ah oui, il faut que chacun puisse manger. Donc on nourrit d'abord les herbivores, puisque c'est des choses qu'ils apprécient moins. Et je mets quelques gros morceaux là, tu vois, pour l'Ulgent qui t'arrose. C'est lui qui... Oh, quelle vie, quelle énergie, quelle puissance, c'est dingue! Il y en a quand même des incroyables. C'est quoi là, ce gris
un peu taché, qui a la queue qui descend en arrière. Le poisson ballon, là, oui. Pourquoi poisson ballon? Alors, parce qu'ils ont la capacité de se gonfler lorsqu'ils sont en danger. Alors ici, ils ne sont jamais gonflés, mais c'est une défense. Ça veut dire qu'ils se sentent bien. J'espère, en tout cas. On voit ces poissons, et moi je me demande, est-ce qu'eux nous voient? Est-ce qu'ils nous observent eux aussi? Oui, ils nous perçoivent, mais par contre, il y a effectivement cet axe où ils sont conscients que la paroi est là et qu'ils ne rentrent pas dans leur territoire et eux ne rentrent pas dans le nôtre. Ils sont conscients de cette paroi. Tu as changé de tenue et tu t'es préparé pour, j'imagine, une plongée, mais pas n'importe où. On se trouve justement en surface du bassin des requins qui fait toute la hauteur du bâtiment. Pourquoi plonger au milieu des requins? On va essayer de trouver ce qui tombe régulièrement de chez les requins, c'est leurs dents. Et les mâchoires des requins sont constamment en train de se régénérer pour avoir des dents neuves, parfaites, pointues, aiguisées comme il faut. Donc on dit qu'en moyenne, un requin, ça perd 20 000 dents dans sa vie. On a beau savoir qu'il ne risque rien, moi j'ai quand même un petit frisson, pas toi? Oui, mais plutôt une admiration, je dirais. T'as déjà accompagné Mathieu, ton cousin, là, dans l'aquarium avec Ça les m'est arrivé requins? 2 fois. Et alors, c'est comment? La première chose qu'il m'avait dit, une seule chose, Ambre, ne te retrouve jamais sur le chemin des requins. Eux ne changeront pas de trajectoire. Et on ramassait les dents de requin, comme ce qu'ils vont faire là. Et tout d'un coup, il me tape sur l'épaule. Il fait... Je retourne. Et effectivement, j'avais un énorme taurus qui arrivait vers moi. Et là, je me suis décalée tout doucement. Il est passé. C'est la récolte, là? Tu vois, elle se renouvelle énormément. Puis là, elles sont toutes blanches, nickel, impeccable. Magnifique. Super. Bravo. Ah, c'est... Super, ok. Bonne plongée. Tu sens qu'il y a quand même un petit paradoxe, c'est-à-dire quelque part ces espèces, on se dit elles seraient quand même mieux au milieu de l'océan qu'ici, et malgré tout, il y a un sens à cette action en termes de protection des océans. Des protections, et si on n'était pas convaincu de pouvoir recréer les milieux parfaits de bien-être pour ces animaux, on ne les conserverait pas en aquarium. À l'heure actuelle, tous les animaux que nous conservons sont dans des espaces qui recréent le plus fidèlement possible les conditions pour leur bien-être. La Rochelle est depuis sa fondation un grand port de pêche. La Criée, réservée aux professionnels, est l'une des plus importantes de Nouvelle-Aquitaine. Tous les matins, aux aurores, Christopher Coutenceau, chef doublement étoilé, vient y faire ses courses. Là, on est chez Richard Evelyne Gonzalez, marailleur qui sert la plus belle qualité de poisson. On essaie. Et qui m'a connu quand j'avais 3 ans avec mon grand-père. Voilà. 3 ans? Les premières... Ouais, parce qu'il m'emmenait à la criée, après il me déposait à l'école. Donc bon, c'est vrai. On se connaît un petit peu. Et alors, il était déjà curieux à 3 ans quand il venait un peu comme ça dans le coin? Comme en ce moment, tout le temps pareil. C'est vrai. Il n'a pas changé beaucoup. Il a grandi un peu, parce qu'il était comme ça, mais non, mais il a grandi un peu, lui. D'ailleurs, oui, ça fait longtemps. 37 ans, c'est pas compliqué. On parle pas de ça. Donne-nous le truc. Comment tu fais, toi, pour choisir le poisson? Alors, celui que je vais te qualifier de bon poisson pour toi. Déjà, la saison, l'époque où on est, c'est de la pêche côtière, donc Oui. c'est les poissons qu'on a actuellement dans nos pertuis. On va dire travailler les sous-espèces, là, comme ces beaux macros, Ces beaux que souvent macros, oui. les gens ne travaillent pas, et, alors que c'est des poissons tout simplement fabuleux. Ah oui, ça c'est Compliqué à mettre en valeur, mais quand c'est frais comme ça, raide comme ça, C'est raide, avec c'est- ces beaux arcs-en-ciel, Oui. c'est facile à travailler. Donc l'optique de donner le meilleur au client, parce que pour faire une belle assiette, il faut le meilleur des Ah oui, produits. bien sûr.
Et c'est comme les fruits et légumes, hein, chaque produit a sa saison et puis après on va les travailler pour raconter l'histoire. Tu m'avais demandé de la dorade ce matin, je crois. Oui. Derrière. Alors j'ai eu du sard, c'est pareil, voilà. Ouais, bah voilà, ouais, Hein les jolis sardes Voilà. de chez nous. Là, souvent ceux-là ils sont pêchés vers Ça, c'est... le nord de l'île de Ré, sur le phare des Baleines. Exactement. Donc poisson qui se nourrit beaucoup de coquillages, hein, de moules, pas Voilà. lourdes. Donc une chair très ferme et vraiment très très fine. Christopher n'est pas un chef tout à fait comme les autres. D'ailleurs, il a l'habitude de se présenter lui-même comme cuisinier-pêcheur. Cet amour pour les produits de la mer, il le tient de son père Richard, fondateur du restaurant Les Flots, doublement étoilé. Coutanceau dans la région, c'est un nom, une signature. À la barre du navire gastronomique depuis 2007, Christopher s'est fixé un cap, celui d'une cuisine respectueuse des ressources. C'est magnifique, hein? Ouais, comme sur un bateau, donc vu sur la plage de la Concurrence. Donc en face de nous, l'île de Léron et puis sur le côté droit, l'île de Ré. Un lieu qui me tient à cœur parce que bon, je suis né à 50 mètres, donc vue mer aussi. T'as besoin tous les jours de jeter un regard à la mer, Non, mais c'est une façon de vivre, c'est une vraie culture, hein. C'est vrai que petit, nous, le terrain de jeu, c'était le surf, le bodyboard, chasse sous-marine, la pêche. On mange face à un paysage comme ça, c'est somptueux. Je sais que tu es un grand pêcheur, sous-marin, et pas seulement, aussi à la ligne. Est-ce que ça t'aide dans ton travail? La mer a des saisons, donc la pêche m'a appris les saisons de tout ce qui est coquillages, crustacés et poissons. Et qui a son importance, parce qu'un bar qui part en période de frais ne va pas se nourrir pendant 3 mois. Donc il va être fatigué, il va maigrir, il n'aura plus de gras, il sera nerveux. C'est important ce que tu dis. Là, on est en janvier, en gros. C'est janvier-mars à peu près la période où ça On va va. dire de décembre jusqu'à mars, ouais. Pour toi, c'est une aberration de manger du bar, de le pêcher, mais de le manger, donc c'est-à-dire de pousser à sa commercialisation pendant cette période? C'est une aberration, parce que déjà au niveau gustatif, il n'a plus d'intérêt. Comme une tomate au mois de décembre, elle n'a pas de sucre résiduel, puis ça sera rempli de produits. Et le stock de bar aujourd'hui dans le monde et chez nous fait qu'il faut le préserver. Quel est ton poisson préféré, celui que tu préfères manger, toi? Sardines, maquereaux. Ah oui, donc c'est pas bleus. turbo, bar, non, c'est la poissons godaille comme ouais, voilà, disent. ce sont des poissons fabuleux. Ma grand-mère achetait des sardines, donc en entrée, on les prenait crues comme ça, le petit filet sur le pain et beurre demi-sel avec une petite goutte de citron, les fleurs de sel de l'île de Ré. Et puis après, juste grillé, mais vraiment rosé. Poisson fabuleux à manger avec les doigts et avec un goût qu'on pourrait reconnaître parmi 1000. Là, c'est 4 étoiles, quoi, là, carrément. Pour moi, ouais, si ce n'est plus. En 2019, Christopher Coutanceau a été le premier à recevoir une toute nouvelle récompense créée par le guide Michelin, le prix du développement durable. Christopher n'hésite pas à faire entendre sa voix pour défendre la pêche artisanale, mobiliser les opinions contre les filets dérivants qui raclent les grands fonds, ou encore faire signer par 300 chefs étoilés une pétition contre la pêche électrique. On est à la pointe des bars, à la flotte en Ré, où petit, mon grand-père André m'emmenait à pêcher bar, sole, dorade. C'est un endroit qui compte pour toi, ici? Ouais, parce que c'est les premiers coups de canne et les premiers poissons pris. Qu'est-ce qui t'a transmis, ton grand-père? Alors, j'imagine déjà des astuces, bien pêcher. Ouais, des astuces, mais toute cette pédagogie, le poisson, on le remet à l'eau vivant parce qu'il est trop petit, ou même si on en piquait des plus gros, là on en a assez pour ce soir, on y retournera demain. Et ce que je fais aujourd'hui avec ma petite qui a 11 ans, hein, quand elle vient en bateau avec moi, c'est elle qui me dit « Non, papa, on le remet à l'eau, c'est trop petit, ou là on en a assez, ou on garde le plus gros ». Quand tu te retrouves ici, qu'il y a ce bruit du clapotis, aujourd'hui il n'y a quasiment pas de vagues. Comme je dis, c'est une passion, c'est la seule chose où je pense à rien d'autre.
Puis tu fais qu'un avec les éléments, quoi. Ça fait un petit mois à cause des météos que j'ai pas pu aller pêcher. Et ça commence à me travailler sérieusement. Ah ouais, carrément. Ouais. Demain, on te propose un poste en or dans un restaurant incroyable, mais alors en pleine montagne, loin de la façade atlantique, tu dis quoi? On me l'a déjà proposé sur Paris, c'est non, direct. Ah oui? Quelle histoire je vais raconter dans mes assiettes à Paris? Moi, ça, je pourrais pas.